Dans le cadre de l'émission Pour le cinéma TV et surtout de sa rubrique Ciné-Livre, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cet ouvrage écrit par Philippe Zischler et Laurent Bagnailleur qui nous fait le bonheur et l'honneur d'être avec nous sur Henri Verneuil. Henri Verneuil et dont le sous-titre est raconteur d'histoire. Je trouve que la formule est heureuse concernant ce grand monsieur du cinéma français. Et ici, la couverture indique qui est Verneuil, rajustant la cravate de Jean-Paul Belmondo dans Le corps de mon ennemi, sauf si ma mémoire est inexacte. Elle est bonne, voilà, et elle est bonne. Alors c'est un livre que j'ai particulièrement apprécié puisque il possède à la fois une iconographie et une structure qui est quand même à la fois très organisée, très cohérente et foisonnante, avec une première partie qui s'attache sur la biographie d'Henri Verneuil, une deuxième partie sur sa filmographie. On aura l'occasion d'y revenir. Et une troisième partie constituée de témoignages, de documents exceptionnels, puisque la famille de M. Malakian, Achod Malakian, voilà, son vrai nom, vous a confié, vous a fourni des documents exceptionnels et des documents très rares à propos de leur père. Le petit Achod Malakian qui naît en 1920 en Turquie et qui arrive avec sa famille, ses parents notamment à Marseille 4 ans plus tard afin de fuir le génocide arménien perpétré par le gouvernement turc de l'époque. Et donc Achod qui va faire l'espoir de tous ses parents, et ça vous le racontez dans le livre, oui. Que ses parents portent en Achod tout leur espoir d'intégration, de réussite sur le sol de France, sur leur terre d'accueil. Et vous l'écrivez avec beaucoup d'émotion. Oui. Je crois que ça doit être le cas de toutes les familles arméniennes. Il y a beaucoup d'amour au sein des familles, mais c'est vrai que comme il était fils unique, ils ont placé tous les espoirs dans leur fils. Et ça, là, il leur a, il a répondu à ça, puisque faut pas oublier qu'il a débarqué, donc il avait 4 ans en 1924 sur le quai de la Joliette. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce livre, c'est un destin hors norme, puisqu'il est passé du quai de la Joliette et à la fin de sa vie au quai Conti, puisqu'il a été admis à l'Académie des Beaux-Arts. Donc ça fait quand même un beau parcours pour un émigré arménien qui a fui le génocide. Et c'est ça aussi qui était intéressant dans ce livre-là, c'est de voir ce destin un peu hors norme. Il n'a pas fait d'école de cinéma, il est ingénieur des arts et métiers, il s'est formé avec des courts-métrages, il a été assistant réalisateur de Robert Vernet, mais voilà, il a fait sa propre culture, c'est un très bon technicien, mais il n'a pas fait d'école de cinéma. Exactement. Et avoir fait tout ce parcours avec toutes ces vedettes, tous ces films qui sont rentrés dans le panthéon du cinéma, dans la mémoire collective, il suffit d'énumérer les titres. C'est ça aussi qu'on voulait mettre en lumière dans ce livre. Et d'ailleurs, il a retracé, notamment dans un récit qui a connu un certain succès de librairie, qui était Mérigue, cette histoire qu'il a ensuite retranscrite sur l'écran dans un diptyque, Mérigue. Légèrement romancé. Mais ça reprend. Et 588 rue Paradis. C'est ça. Voilà, avec notamment des acteurs. Et là aussi, la famille d'Henri Verneuil, tous ces acteurs, on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette vidéo, notamment Claudia Cardinal, Omar Sharif, et puis Richard Berry. Oui. Il y a plusieurs générations et plusieurs types d'acteurs, d'actrices chez Verneuil. Alors oui, et donc il y a cette première partie qui est passionnante à suivre et qui est richement illustrée. Et puis aussi, on peut citer avant cette première partie les préfaces, notamment celle d'Olivier Marchal et de Sophie Malakian. Olivier Marchal qui
qui ne tare pas d'éloges sur la qualité et la force du cinéma de Verneuil pour ce qu'il en a ressenti par lui-même. Et Olivier Marchal, ensuite, qui allait avoir une carrière cinématographique abondante, notamment avec des films noirs qui sont aussi dans la lignée d'un Verneuil, d'un cinéma de qualité. Et d'ailleurs, là j'y pense parce que ce livre, comme d'autres ouvrages que vous avez écrits précédemment, toujours avec Philippe Zichler d'ailleurs, sur Philippe de Broca, sur Jean-Pierre Mocky, sont des livres qui réparent des oublis et des injustices, je pense. C'est vrai. Là, c'est pas immodeste de dire ça, mais on a aussi comblé une lacune, parce que c'est vrai que ça fait, on va dire, depuis 40 ans, il y a eu un hommage qui a eu été rendu à l'époque des Morphalous à la Cinémathèque française, une douzaine de films, sous l'impulsion de René Château, donc c'était après pour la promotion des Morphalous, et un mois avant son décès, au mois de décembre 2001, à l'Institut Lumière, avec Bertrand Tavernier et Thierry Frémaux, qui lui ont rendu un brillant hommage. Mais c'est vrai que ça fait peu en 40 ans. Parce qu'à l'époque, avec beaucoup de condescendance, la majorité des critiques, des grandes revues critiques, disaient qu'il faisait du cinéma populaire, du cinéma français de qualité, mais sans plus, sans le reconnaître comme un auteur à part entière. Et ça, il y a cette injustice qui est réparée là ici, parce que vous prouvez, notamment dans la deuxième partie de l'ouvrage, qu'Henri Verneuil était non seulement un conteur d'histoire hors pair, mais aussi un technicien assidu, passionné, et aussi il était très attaché aux acteurs et aux scénarios, aux histoires qu'il mettait en scène ensuite. Oui, c'est ce qu'ont dit d'ailleurs la plupart des réalisateurs un peu actuels et qui ont témoigné dans la troisième partie. Pratiquement tous disent, Philippe Labro dit que c'est un grand cinéaste, et d'autres, c'est un véritable auteur de cinéma. C'est-à-dire que il y a des scénarios qu'il a écrits tout seul, bon, certes, mais il a participé avec de grands écrivains ou de grands scénaristes. Il a toujours participé quasiment au scénario de tous ses films. Donc c'est quand même un auteur de cinéma, un grand cinéaste aussi. Et comme le disait Régis Varnier, le succès a caché son talent, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de travail derrière, beaucoup de préparation, un nombre incalculable de versions avant d'arriver à une version aboutie d'un scénario. Tous les angles, les axes de caméra, tout était prévu sur des croquis. Enfin, il y avait un énorme travail, et tout ça, on ne retient que le cinéaste des vedettes, le roi du box-office avec près de 100 millions d'entrées, ce qui n'est pas rien. Et c'est dommage qu'on ne parle pas du reste. Voilà. Et en fait, il a travaillé avec des techniciens hors pair. Je pense à Henri Deca, notamment pour la photographie. Je pense pour la musique, notamment à Ennio Morricone. Six collaborations et quelles collaborations. Et quelles collaborations, notamment pour Le Serpent, pour Peur sur la ville, pour I comme Icare, avec cette musique stridente, angoissante. Stridente et angoissante, et au moment où à la fin, on ne va pas dévoiler la fin du film pour ceux qui l'ont pas vu. Non. Mais I comme Icare ressort bientôt de mémoire, je crois, en Blu-ray. Si ça n'est pas déjà fait, normalement, je pense, oui. Mais ça va peut-être prendre un peu de retard, mais c'est prévu pour le 50e anniversaire. Voilà. Il y a une nouvelle édition je crois, de Peur sur la ville. Ah, Peur sur la ville aussi, et donc ça c'est très très bien. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui avait un esprit de troupe et de famille. Je m'explique. Fernandel, c'est grâce à Fernandel qui a lancé le jeune Verneuil déjà pour son premier court-métrage dont il a assuré un petit peu la voix off, et une petite présence à l'écran, c'est Escale au soleil. Il avait mis sur le contrat, Jeanne n'apparaîtrait qu'au début et à la fin, et entre je ferai les commentaires. Tout était bien calibré. Exactement. Et puis donc c'est Verneuil, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le TAC comme réalisateur de courts-métrages en réutilisant des décors de grosses productions pour faire parfois des films, des scénettes musicales ou des petites comédies, je pense avec Jean Carmet, ou des scénettes musicales avec par exemple Eddie Constantine qui était aussi un chanteur. À l'époque, ou bien des courts-métrages plus estimables. Je pense à Pipe le chien, que j'ai eu le bonheur de voir, avec François Perrier en voix off. Et ça, c'est cette vingtaine de courts-métrages disponibles et numérisés mériterait aussi une édition limitée ou pas, peu importe. Je crois qu'il y a en DVD.
qui travaille à faire, d'après ce que m'a dit son fils Patrick Malakian, qui travaille à faire une intégrale Henri Verneuil en intégrant ses courts-métrages, mais il y a encore quelques films qui posent des problèmes de droit, donc c'est pas encore tout à fait réglé. Mais c'est vrai que ce sont des courts-métrages qui sont tout à fait passionnants. Ce sont les débuts, c'est là qu'il a vraiment appris son métier, et il a vu cette idée, comme tu l'as dit, génial, de dire, c'était l'époque où il devait y avoir des courts-métrages obligatoires avant le film, de dire, vous avez terminé de tourner, avant de détruire vos décors, vous me les donnez, je tourne en 120 plans en 2-3 jours, et je vous fais un court-métrage. Et voilà. Tout livré, clé en main. Voilà, exactement. Et Fernandel qui lui a aussi mis le pied à l'étrier pour le premier long métrage en 1951 pour la Table crevée. La Table crevée. Voilà, merveilleux film. Ils vont tourner 8 films ensemble, de mémoire. C'est ça, jusqu'à La Vache. Pendant la décennie des années 50, jusqu'à la Vache et le Prisonnier. Et puis dans ces films, il y a par exemple, je sais qu'il y a Le Grand Chef, avec Gino Cervi. Ils ont reformé le binôme de Don Camillo. Avec Papouf. Voilà. Avec Papouf. Oh là là. Et puis, il y a d'autres films aussi, moins connus avec Fernandel à l'époque. Je recommanderais, il y a, notamment d'après Georges, Le Fruit défendu. Le Fruit défendu. Qui est quand même un très beau drame. Georges Simenon, qui est quand même un très beau drame, et c'est pas du tout un Fernandel, c'est pas des Fernandelleries comme disait Verneuil que Fernandel tournait. Il a un rôle dramatique et très bien tenu, et qui est magnifique, ce film. Carnaval aussi. Voilà, Carnaval, c'est un projet un peu particulier. C'est Marcel Pagnol qui devait le faire. Oui. Ils s'est échangé des billets, des courriers. Enfin bon, ça a été une grosse rupture entre Pagnol et Fernandel, et il a repris ce projet. Fernandel voulait que ce soit Verneuil qui le mette en scène, et pas Pagnol. Voilà. Et en parlant de Georges Simenon, je ne tarirai jamais d'éloges sur l'un des 3 épisodes du film Brelandas qu'on a redécouvert. Vous parliez de Coin de Mire tout à l'heure, grâce à cet éditeur, et notamment le Maigret incarné, mais alors magistralement, par Michel Simon. Ouais, c'est mon préféré dans le triptyque. Dans le triptyque. C'est formidable. C'est formidable à voir. Et c'est un des meilleurs rôles de Michel Simon pour moi. C'est Brelandas. Il venait un peu trop souvent qu'il a incarné, c'est vrai. Il venait sortir de La Poison de Guitry. Et il a fait Maigret ensuite. Et puis il a fait aussi, Michel Simon, d'autres bons films ensuite. Le dernier étant, en tant qu'amateur de Mocky, nous pouvons dire, le fameux Ibis Rouge. Le fameux Ibis Rouge. Ah là là, tourné sur les lieux de la Talente. Exactement. Ouais. Voilà, et c'est une des raisons pour lesquelles Michel Simon avait accepté d'ailleurs. Alors, pour revenir à Verneuil, c'est aussi quelqu'un qui a, je parlais de famille, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup tourné avec, par exemple, Belmondo. Il y a le même nombre de films qu'avec Fernandel, c'est-à-dire 8. Parce que pour Belmondo, on peut dire qu'il y a eu La Française et l'amour, donc ça fait 7,5, on va dire 8 films, mais ça fait le même nombre. Et ben voilà. Puisqu'il y a aussi Week-end à Zuidcote, je cite les plus connus de mémoire, il y a le Peur sur la ville, et puis il y a aussi un de mes préférés du tandem Verneuil-Belmondo, c'est Le corps de mon ennemi, à la fois pour l'histoire, pour le traitement, parce que c'est complètement différent de Peur sur la ville, et ça a été réalisé, j'allais dire, dans la foulée. Juste après, après Peur sur la ville, il y avait une cascade, il a voulu faire autre chose, et il faut pas oublier quand même Un singe en hiver, qui est quand même pour moi Gabin, le chef-d'œuvre absolu d'Henri Verneuil, et la première collaboration Gabin-Belmondo, et qui pour moi, c'est pas évident de faire un film sur 2 alcooliques. Voilà. Blondin, Audiard, là Suzanne Flon, Noël Roquevert, Paul Francoeur, ça, quand on a une belle brochette d'acteurs comme ça, même dans les seconds rôles, Noël Roquevert, c'est le vendeur, le commerçant l'appelle Landru, je crois. Landru, oui, c'est ça. Avec le pull de Poupchen, vous savez, là, la naine de cirque. Oui. Et Belmondo qui achète ça pour sa fille qui est dans un pensionnat voisin. Ah oui, non, mais c'est très très bien ça. Et puis il y a aussi ce sens de la mise en scène. Voilà, à la fois
parce que de la mise en scène à la fois au niveau de la préparation des plans, de la préparation du cadrage, de la préparation de la place des acteurs, et là on a des documents en repère là-dessus, et puis aussi au niveau des différents genres, des différents registres, puisqu'il allait de la comédie sentimentale, je pense à Maxime, avec Charles Boyer. Qui est aussi un film que je recommande, qui est un Verneuil méconnu, avec le dialogue d'Henri Jonson, qui est quand même magnifique. Ben voilà, il y a Charles Boyer, il y a Arletty, il y a Michel Morgan dedans de mémoire. Hein. Voilà, c'est pas mal. Oui, c'est quand même... Et Félix Marten, qui est au film de guerre. Voilà. Film de guerre comique, je pense au Morphalou. Voilà, qui est un des enfants les moins aimés, mais bon, voilà, qui, moi j'avais vu sur grand écran à l'époque, d'ailleurs, et puis qui prend une patina et qui devient un film sympathique, pas un chef-d'œuvre, mais un film sympathique, notamment pour l'histoire, pour les mots d'Audiard. Et aussi pour je disais tout à l'heure, la troupe d'acteurs, parce qu'il y a Belmondo, il y a Villeray, il y a Michel Creton, il y a Michel Constantin, il y a Marie Laforêt. Une belle distribution. Ah oui, non, mais il y a une belle distribution. C'est vrai qu'il a eu une carrière très éclectique, et c'est vrai qu'il a fait tous les genres, le film d'espionnage avec le serpent, enfin, le serpent, oui. Les films dossiers sur la fin, et qui comme Icare, 1000 milliards, milliards de dollars. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas dire il a eu un succès dans un genre bien défini. Il a touché à tous les genres, et il a réussi dans tous les genres à faire des films qui sont presque devenus des archétypes. Exactement. Quand on pense au Clan des Siciliens, c'est devenu un archétype du film policier. Voilà, et la qualité de Verneuil, c'est de faire se rencontrer des acteurs d'écoles différentes. Par exemple, je pense à Devers et Mel Ferrer. Qui aurait pensé à ça? Une rencontre entre Patrick Devers et Mel Ferrer, entre Hollywood, n'est-ce pas, Mel Ferrer, et Patrick Devers. Verneuil y a pensé. Je pense également à des films comme Le Casse, avec Omar Sharif, Belmondo et Robert Hossein. Et puis je pense, et c'est pour ça que Verneuil pour moi est un cinéaste très attachant, parce qu'il a aussi mis dans la mémoire des spectateurs, dont je fais partie, et des spectateurs qu'il apprécie beaucoup, parfois des scènes qui sont inoubliables. Je pense à cette scène du serpent, où on est sur un pont, où il y a un échange d'espions Est-Ouest, et vous avez d'un côté Yul Brynner, Henri Fonda, Philippe Noiret, et Yul Brynner qui va repartir vers l'Est en échange d'un agent américain, et avec cette musique lancinante et nostalgique et belle musique de Morricone, le matin dans la brume, le pont, c'est magnifique. Et il y a ces dernières paroles, Henri Fonda qui dit à Philippe Noiret, le serpent a goûté au paradis, ils n'auront plus confiance. Et Noiret qui fait, et ils auront bien raison, n'est-ce pas Davis? Voilà. Et Henri Fonda, très bonne question. Mais ça, c'est magistral. Donc voilà, on pourrait être intarissable sur à la fois Verneuil et sur ce livre. Et puis il y a cette troisième partie qui est très très bien également. Et là, je vous laisse le soin de découvrir. On a les partitions aussi des compositions musicales de certains films, des témoignages de proches, des témoignages aussi de gens qui ont été, j'allais dire, très liés par le cinéma de Verneuil. Je pense à Philippe Labro, je pense à Jean-François Richet notamment. En tout cas, c'est un très très beau travail accompli ici. Et puis j'espère que le livre va connaître de plus en plus de lecteurs, de succès. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et puis ça donne envie de replonger dans cet univers de Verneuil. Hein. Voilà, j'espère que cet ouvrage donnera autant de plaisir que le cinéma d'Henri Verneuil nous en a donné. Et c'est vrai que voilà, c'est le bon cinéma, on va dire commercial, mais au bon sens, au sens noble du terme, le cinéma du dimanche soir, auquel il a donné ses lettres de noblesse. Un cinéma d'auteur. Et n'oublions pas, voilà, il a fait des gens sans importance, voilà, il y a ces films-là. On peut pas dire que c'est du cinéma facile.